14h47, le 17 novembre 1942. Le capitaine de corvette Werner Hartwig fixait le périscope de son U-boat. Et ce qu'il vit glaça son sang. 15 destroyers britanniques, tous convergeaient vers sa position. Le HMS Vétéran menait la formation, suivi du Volunteer, du Vanquisher, du Viceroy. Et derrière, 11 autres silhouettes se découpaient à l'horizon. L'U-537, son type VIC, venait à peine de couler le cargo SS Empire Commerce avec 2 torpilles. Mais maintenant, il en payait le prix. Le groupe de chasse B-12 de la Royal Navy l'avait encerclé. Dans la salle de contrôle, un silence de mort. Seul le faible bourdonnement des moteurs électriques, le goutte-à-goutte de la condensation, la respiration lourde de 47 hommes qui savaient qu'ils étaient tombés dans un piège. Le lieutenant de vaisseau Klaus Fischer, l'officier en second, murmurait les chiffres. 15 destroyers contre un U-boat, 0 chance en haute mer. Les batteries à 42%, assez pour environ 8 heures sous l'eau. Mais 15 destroyers chasseraient pendant 48 heures. C'était leur tactique. Depuis l'introduction de la recherche bêta de Horton en novembre. Hartwig connaissait les statistiques. En novembre 1942, la Kriegsmarine avait déjà perdu plus de 700 000 tonnes de navires marchands à cause de ces tactiques. Destroyers britanniques équipés de radars modernes de 10 cm, radiogoniométrie HFDF, qui localisait chaque transmission radio, et des vitesses de 33 à 36 nœuds, 3 fois plus vite que n'importe quel U-boat immergé. Ils étaient des bergers, et l'U-137, le mouton. La première attaque aux grenades sous-marines arriva à 14h52, 5 minutes après le repérage. Le HMS Vétéran fonçait au-dessus de leur position, et Hartwig entendit le clic caractéristique des grenades sous-marines qui tombaient des rampes. Il donna l'ordre. À 120 mètres, vite, vite! Les barres de plongée furent braquées à fond, et l'U-137 piqua vers le fond, à un angle de 35 degrés. Les hommes s'accrochèrent. Puis les grenades sous-marines agressivement explosèrent, 4 simultanément. Le sous-marin trembla, comme si une main géante l'avait secoué. Du verre vola en éclats. Des instruments se détachèrent de leur support. Un membre d'équipage, le quartier-maître Paul Schmidt, fut projeté contre une vanne. Du sang coulait de son front. Mais il confisséra les dents et retourna à son poste. Silencieusement, car le moindre bruit pouvait les trahir. Hartwig savait qu'il ne pouvait pas échapper, ni par la vitesse, ni par la profondeur. L'U-537 pouvait plonger à 230 mètres maximum. Mais à cette profondeur, toute grenade sous-marine explosant pas moins de 10 mètres déchirerait le sous-marin. Et les Britanniques en avaient des centaines? Non, il n'y avait qu'une seule possibilité. Une possibilité impossible. La carte sur la table de navigation le montrait clairement. À 18 km au nord-est se trouvait le champ de mines QF-22, champ de défense britannique, 340 mines Mark 17, ancrées à 40 mètres de profondeur, espacées de 95 mètres les unes des autres, mortelles pour tout navire qui le traverserait. Mais peut-être pas pour un U-boat, s'il plongeait assez profond, s'il avançait assez lentement, si le commandant était assez fou. Fischer regarda la carte, croisa le regard d'Hartwig et comprit instantanément « Mon commandant, c'est du suicide. Les mines sont à 40 mètres de profondeur. Nous devrions descendre à 180 mètres pour être sûrs de passer en dessous. À cette profondeur et à cette vitesse, les batteries seraient vides en 4 heures et nous n'aurions plus d'air. » Hartwig regarda l'indicateur d'oxygène, 18,2%. La normale était de 21%. À 15%, les hommes perdraient connaissance. À 12%, ils mourraient. Et ils étaient déjà immergés depuis 3 heures. 4 heures de plus les amèneraient à 8%, ou moins. Mais l'alternative était claire. 15 destroyers les chassaient au-dessus. Dans 2 heures, des renforts arriveraient, des avions, davantage de navires. Ils étaient dans un chaudron, et le chaudron se refermait. La deuxième attaque aux grenades sous-marines arriva à 15h03. Cette fois, le HMS Vanquisher. 8 grenades sous-marines en salve, plus près qu'avant. Le sous-marin fut projeté sur le côté. Une voie d'eau s'ouvrit dans le compartiment arrière des torpilles. L'eau jaillissait. Le maître mécanicien Heinrich Braun réagit immédiatement. « Étanchéité! Vite !» 2 hommes sautèrent avec des coins de bois et des joints en caoutchouc. L'eau
glaciale de l'Atlantique Nord, -1 degré Celsius, leur éclaboussait le visage. Mais ils travaillaient, en silence, avec précision, la rigueur allemande sous la pression de la mort. Après 40 secondes, la fuite fut colmatée. Mais tous savaient que lors de la prochaine attaque, cela ne tiendrait peut-être pas. Hartwig prit la décision. Nouvelle route, 0,45 degrés, vers le champ de mine QF-22. Vitesse 4 nœuds, profondeur 180 mètres. Fischer répéta l'ordre mécaniquement, mais sa voix tremblait. Les timoniers placèrent le sous-marin sur la nouvelle route, et l'U-537 glissa lentement, presque furtivement, en direction du champ de mine, en direction de la seule chance, ou de la mort certaine. Les 90 minutes suivantes furent un enfer. Les grenades sous-marines explosèrent sans interruption. Les Britanniques se relayaient, Veteran, Vankisher, Volunteer, Viceroy. Comme des bergers, ils tournoyaient au-dessus de l'U-537 et lançaient salve après salve. Un total de 127 grenades sous-marines en 90 minutes. Hartwig maintint le cap. Le sous-marin tremblait. Les hommes priaient silencieusement. D'autres tenaient des photos de leur famille. Le quartier-maître Johann Weber, seulement 19 ans, pleurait sans bruit. Son meilleur ami, le brigadier Otto Kraus, posait une main sur son épaule. Pas un mot, juste de la camaraderie. À 16h37, ils atteignirent le bord du champ de mine. Hartwig le savait par navigation estimée. Pas de périscope, pas de radiogoniométrie. Seulement la navigation au compas, à la vitesse et au temps. Si ces calculs étaient corrects, ils étaient maintenant à l'entrée du QF-22. Sinon, ils heurteraient des rochers ou iraient en pleine mer et mourraient. Il donna l'ordre. Profondeur 185 mètres, vitesse 2 nœuds, silence absolu. Le sous-marin s'enfonça plus profondément. La pression augmenta. La coque craqua. Des petits bruits secs comme des coups de feu. C'était normal à cette profondeur. Mais chaque craquement faisait battre les cœurs plus vite. Car à 230 mètres, la coque, résistante à la pression, imploserait. Et 185 mètres étaient déjà dangereusement proches de la limite. Les hommes ne bougeaient pas, respiraient superficiellement, car le moindre bruit pouvait alerter les destroyers au-dessus, ou pire, les mines. Juste avant d'entrer dans le champ de mine, je vous rapporte quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ça ne coûte rien, ça aide énormément. Revenons à l'histoire. À 16h41, ils passèrent la première mine. Hartwig ne la vit pas, ne pouvait pas la voir dans l'obscurité absolue de 185 mètres de profondeur. Mais il savait qu'elle était là, 55 mètres au-dessus d'eux, ancrée au fond marin. Une mine Mark 17 avec 300 kg d'amatol. Attendait assez pour réduire l'U-537 en miettes si le système d'allumage magnétique était activé. Mais Hartwig avait parié sur une faiblesse des mines britanniques. Les détonateurs magnétiques étaient calibrés pour les navires de surface, de grandes masses métalliques. L'U-537 était petit et profond, très profond. La tension à bord de l'U-boat était insoutenable. Les hommes fixaient le plafond, comme s'ils pouvaient voir à travers l'acier, comme s'ils pouvaient sentir les mines au-dessus d'eux. L'indicateur d'oxygène affichait maintenant 14,7%. Critique! Les hommes commençaient à hyperventiler. Brown, le maître mécanicien, distribua des cartouches de sodalite, hydroxyde de sodium qui filtrait le CO2 de l'air. Mais cela ne résolvait pas le manque d'oxygène, seulement l'empoisonnement au CO2. Ils avaient besoin d'oxygène des bouteilles de secours, mais Hartwig n'en donnait pas encore l'ordre, car s'ils utilisaient les bouteilles de secours maintenant, ils n'auraient plus rien pour plus tard, et plus tard arriverait. À 17h02, des grenades sous-marines explosèrent, mais cette fois, loin, à plus d'1 kilomètre. Les Britanniques avaient perdu le contact. L'U-537 était trop profond, trop lent. Et maintenant, dans le champ de mine, Hartwig entendait à travers l'hydrophone le bruit des hélices des destroyers. Ils tournaient en rond, cherchaient, mais ne s'aventuraient pas dans le champ de mine, car eux aussi connaissaient le danger. 15 destroyers, chacun rapide comme l'éclair, ne traverseraient jamais un champ de mine. Ce serait du suicide. Et c'était
Exactement sur cela que Hartwig comptait. Mais le danger n'était pas encore passé. Le champ de mine faisait 12 km de large. À 2 nœuds de vitesse, il mettrait 6 heures pour le traverser. 6 heures à 185 mètres de profondeur. 6 heures avec des batteries faiblissantes. 6 heures avec moins de 15% d'oxygène. Fischer fit le calcul. Mon commandant, à cette vitesse et à cette profondeur, nous avons de la batterie pour 4 heures. Ensuite, nous devrons faire surface, au milieu du champ de mine. Hartwig acquiesça, il le savait déjà. Mais il n'y avait pas d'alternative. Il devait passer, ou mourir en essayant. Il donna de nouveaux ordres. Couper tous les systèmes non essentiels. Éclairage au minimum, seulement les lumières de secours. Tous les hommes qui n'étaient pas de service dans les couchettes. Minimiser les mouvements, ralentir la respiration, économiser l'oxygène. L'équipage obéit. 32 hommes se couchèrent dans les couchettes étroites, immobiles, comme dans des cercueils. L'U-boat continua de glisser dans l'obscurité, mètre après mètre, minute après minute. À 17h23, l'indicateur d'oxygène chuta à 13,1%. Critique. Les hommes dans les couchettes commencèrent à trembler. Pas de froid, bien qu'il ne fît que 8 degrés Celsius dans l'U-boat. De manque d'oxygène. Le cerveau commençait à souffrir. Les pensées devenaient plus lentes. Des visions apparurent. Weber, le jeune matelot, murmura le nom de sa mère. Krauss lui tenait la main, en silence. Hartwig se tenait au périscope, bien qu'il n'y ait rien à voir. Seulement le noir absolu. Mais il devait rester debout, devait rester éveillé, devait diriger l'U-boat. Fischer demanda doucement. « Mon commandant, les hommes souffrent. Nous devons leur donner de l'oxygène. » Hartwig secoua la tête. « Pas encore. » « Nous ne sommes qu'au kilomètre 4. 8 kilomètres nous attendent encore. Si nous ouvrons les bouteilles maintenant, nous mourrons tous dans 3 heures. » Fischer se tut. Il comprenait. Il n'y avait pas de bonnes options, seulement des moins mauvaises. À 18h04, quelque chose de surprenant se produisit. Un ping sonore à travers la coque. Tout le monde se figea. Ce n'était pas un craquement de la coque épaisse, c'était du sonar actif. Un des destroyers les avait localisés, ou essayait de le faire. Hartwig fit des signes de la main. Silence absolu. Personne ne respirait. Le ping revint, plus près, puis une 3e fois, encore plus près. Le destroyer était directement au-dessus du champ de mine. Testait les limites, cherchait l'U-boat. Puis ils l'entendirent. Bruit d'hélice, rapide, trop rapide. Le destroyer naviguait à au moins 20 nœuds, directement au-dessus du champ de mine. C'était de la folie ou du désespoir. Les Britanniques voulaient tellement l'U-537 qu'ils prirent le risque. Hartwig retint son souffle. Si le destroyer déclenchait une mine, laquelle, il ne le saurait jamais. Mais l'explosion avait failli les tuer, et en même temps les avait, au peu folle, sauvés. Car maintenant, aucun autre destroyer ne s'aventurerait dans le champ de mine. Les Britanniques avaient, sérieux, appris. Trop tard pour un des leurs, mais à temps pour l'U-537. Les 2 heures suivantes furent un cauchemar de manque d'oxygène et d'énergie faiblissante. À 19h47, l'indicateur de batterie chuta à 18%. Critique. Les moteurs tournaient au minimum absolu, 1,5 nœuds, à peine plus vite qu'un débris flottant. Mais il fallait que ça suffise. Fischer recalculait. « Mon commandant, à cette vitesse, nous atteindrons la fin du champ de mine dans 3 heures, mais les batteries ne tiennent plus que 2. » Hartwig regarda la carte. Ils étaient au kilomètre 8. 4 kilomètres les séparaient encore de la sortie. À 20h13, l'indicateur d'oxygène chuta à 11,2%. Maintenant, il n'y avait plus le choix. Hartwig ordonna « Ouvrez la bouteille de secours numéro 1 ». Brown tourna la vanne. De l'oxygène pur se répandit dans l'air. Les hommes aspirèrent avidement. Mais Hartwig prévint « Respirez lentement, ne pas hyperventiler. 3 d'oxygène d'un coup est toxique. » Les hommes obéirent, respirèrent de manière contrôlée. L'indicateur monta à 13,8%. Mieux, mais la bouteille de secours numéro 1 était maintenant vide. Il leur restait 9 bouteilles pour 4 kilomètres. Il fallait que ça suffise.
État actuel, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous souhaitez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. À 21h34, ils dépassèrent le kilomètre 10. Encore 2 kilomètres. Les batteries étaient à 9%. Trop bas. Les moteurs commencèrent à bégayer. Fischer rapporta « Mon commandant, si nous passons sous les 7%, nous ne pourrons plus diriger, nous dériverons. » Hartwig acquiesça. Il savait ce que cela signifiait. Dériver dans le champ de mines, sans contrôle, la mort était certaine. Il devait prendre une décision, faire surface dans le champ de mines ou continuer et risquer de perdre le contrôle. Il choisit l'option 3, une à laquelle personne n'avait, surpris, pensé. Tous les hommes aux manivelles, nous actionnerons les hélices manuellement. Fischer le fixa. Mon commandant, c'est impossible. Les manivelles sont pour les urgences au port. Pas pour naviguer sous l'eau. Hartwig sourit pour la première fois depuis des heures. Un sourire désespéré, sinistre, désespéré. Alors c'est une urgence, ordonnez-le. 32 hommes sortirent des couchettes, allèrent aux manivelles dans la salle des machines. 2 manivelles, 16 hommes chacune. Ils commencèrent à actionner, lentement, rythmiquement. Les hélices bougèrent, centimètre par centimètre. l'U-boat avançait, 0,8 nœuds. Pas beaucoup, mais suffisant. Les moteurs électriques furent coupés, la batterie figée à 9%, économisée pour la percée finale. Mais les hommes souffraient. Après 20 minutes à actionner les manivelles avec seulement 11% d'oxygène, les premiers s'effondrèrent. Xavier s'évanouit. Martin reprit sa position, actionnant la manivelle sans relâche. Le lieutenant de vaisseau Bertrand ordonna « Bouteille de secours numéro 2 ». Antoine l'ouvrit. L'oxygène monta à 14,1%. Les hommes continuèrent à actionner les manivelles. La sueur coulait malgré les 8 degrés. Les muscles brûlaient, mais ils continuaient. Pour leur survie, pour leurs camarades, pour l'Allemagne. À 22h47, ils atteignirent le kilomètre 11. Encore un, le dernier. Mais les hommes étaient à bout de force. 8 étaient inconscients. Les 24 restants actionnaient les manivelles avec leur dernière force. Bertrand lui-même prit une manivelle. Le commandant, 34 ans, titulaire de la Croix de Fer, actionnait la manivelle côte à côte avec ses hommes. Plus de hiérarchie, seulement la survie. Louis actionnait la manivelle à côté de lui. Antoine continuait. Même le cuisinier, le marmiton Yves Garnier s'y mettait. Tous ensemble. À 23h19, Bertrand sentit un changement. La pression de l'eau, légèrement différente. Il montait, pas sur ordre, mais parce que le terrain changeait. Le champ de mine se trouvait au-dessus d'un banc sous-marin. Au bout du banc, le fond marin s'effondrait et l'U-537 glissa par-dessus. Cela signifiait qu'ils avaient réussi. Qu'ils étaient à la sortie du champ de mine. Bertrand ordonna « Stop !» Tous les hommes s'arrêtèrent. Silence. Silence total. Bertrand attendit. 3 minutes, 5 minutes, écoutant attentivement avec l'hydrophone. Aucun bruit d'hélice. Les destroyers étaient partis, ou attendaient de l'autre côté. Ils devaient prendre le risque. Profondeur de périscope. Les hommes aux gouvernes de profondeur travaillaient. Le sous-marin montait, 185 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, 18 mètres. Profondeur de périscope. Bertrand observa à travers le périscope, faisant une rotation de 360 degrés. La mer déserte. Aucun navire. Les destroyers étaient partis. Ils avaient abandonné ou pensaient que l'U-537 avait péri dans le champ de mine. Bertrand fit descendre le périscope, remonter à la surface, démarrer les diesels, recharger les batteries, air frais. Le sous-marin perça la surface à 23h34 le 17 novembre 1942, après 9 heures sous l'eau, après 6 heures dans le champ de mine, après une évasion impossible. L'écoutille s'ouvrit. Bertrand fut le premier à grimper sur le pont. L'air frais et froid de l'Atlantique lui frappa le visage. Il l'inspira profondément, vivant. Puis les autres grimpèrent, un par un, 47 hommes, tous vivants. Certains pleuraient,
Certains riaient, d'autres restaient là, silencieux, et fixaient le ciel nocturne étoilé. Ils avaient survécu, contre toute attente, grâce à leur compétence, grâce à leur courage, grâce à leur folie. Mais Bertrand savait que le danger n'était pas terminé. Ils étaient toujours en nos ennemis, toujours à 900 km de leur base, et la Royal Navy continuerait à les rechercher. Il ordonna « Cap 120 degrés, pleine vitesse, nous rentrons à la maison ». Les moteurs diesel rugirent, l'U-537 fendit les vagues, 17 nœuds, vite, vers la maison. Pendant les 48 heures suivantes, ils naviguèrent sans incident. Les destroyers étaient calmes effectivement partis, ou occupés ailleurs. Le 19 novembre 1942, à 14h23, ils atteignirent la côte française, l'Orient. La base sous-marine. Alors que l'U-537 entrait dans le port, des officiers attendaient déjà sur le quai. Ils avaient entendu des messages radio de la Royal Navy, chiffrés, mais partiellement déchiffrés. Un sous-marin avait surpris, échappé, à travers un champ de mines. Surpris, mais confiant, vrai. Le capitaine de frégate Guillaume Lemaire, commandant de la 9e flottille d'U-Boat, monta personnellement à bord. Bertrand le salua. « Mon capitaine de frégate, l'U-537 de retour de mission. » Lemaire le regarda longuement. Puis l'équipage, visage émacié, yeux creux, des hommes qui avaient échappé à l'enfer. Il demanda simplement, sérieux, combien de pertes? Bertrand sourit, heureusement faiblement. 0, mon capitaine de frégate. 47 hommes partis, 47 hommes happy revenus. Lemaire hocha lentement la tête, puis il se tourna vers l'équipage, salua. L'équipage salua en retour. Aucun mot n'était nécessaire. Ce que ces hommes avaient fait parlait pour eux. Ils avaient déjoué 15 destroyers, traversé un champ de mines et survécu alors que l'indicateur d'oxygène affichait 8,3%, la valeur la plus basse jamais documentée pour la survie complète d'un équipage de sous-marins. L'histoire se mystérieuse répandit rapidement. Pas par les voies officielles, mais par des murmures, entre les équipages de sous-marins, dans les cantines, dans les lettres envoyées à la maison. Le « fantôme à travers les mines », c'est ainsi qu'ils appelaient Bertrand et son équipage. Les hommes qui, confiamment, traversaient les murs d'acier, qui rendaient l'impossible possible. Mais ce que peu de gens savaient, c'était ce qui se passait du côté britannique, car la Royal Navy documentait tout, journaux de guerre, messages radio, rapports. Et dans ces documents, qui ne furent déclassifiés que des décennies plus tard, se trouve toute la vérité. Le commandeur Edward Hounslow, commandant du HMS Vétéran et chef du groupe de chasse B-12, écrivit dans son rapport du 18 novembre 1942 « Malgré une poursuite intensive de plus de 9 heures, l'utilisation de 127 grenades sous-marines et la coordination de 15 destroyers, le sous-marin ennemi a réussi à s'échapper, vraisemblablement à travers le champ de mines QF-22. Cela semble impossible, car le champ est ancré à 40 mètres de profondeur. Mais il n'y a pas d'autre explication. Hounslow n'était pas n'importe qui. Il était l'un des chasseurs de sous-marins les plus expérimentés de la Royal Navy, avait déjà coulé 7 U-boats allemands, connaissait toutes les tactiques, toutes les ruses. Mais ce que Bertrand avait fait dépassait sa compréhension. Faire naviguer un sous-marin à 185 mètres de profondeur avec des batteries en baisse à travers un champ de mines n'était pas seulement dangereux, c'était théoriquement mortel. Les calculs des architectes navals britanniques montraient clairement, à cette profondeur, à cette vitesse, avec cette consommation d'oxygène, l'équipage aurait dû mourir. Mais il n'est pas mort. Le 23 novembre 1942, des officiers de marine britanniques se réunirent à Londres, Western Approaches Tactical Unit, là où l'amiral Max Horton testait ses tactiques de recherche bêta. Ils rejouèrent la chasse, avec des maquettes, avec des cartes, avec des calculs, et arrivèrent à la même conclusion. Impossible, mais réalisé. Le capitaine Charles Wynne, chef de la section de suivi des sous-marins, déclara dans une note interne « Nous devons accepter que les commandants d'U-boats allemands sont capables d'actions que notre doctrine considère comme impossibles. Cela nécessite une réorientation de notre stratégie de défense. » Et ils se réorientèrent.
En quelques semaines, la Royal Navy modifia la profondeur d'ancrage de toutes les mines dans les champs de mines, de 40 mètres à des profondeurs échelonnées, 40 mètres, 80 mètres, 120 mètres, 160 mètres, de sorte qu'aucun sous-marin ne puisse plus passer en dessous. Ils installèrent également des détecteurs d'anomalies magnétiques dans les champs de mines, des capteurs qui pouvaient détecter la masse d'acier d'un sous-marin même à 200 mètres de profondeur. Le coût fut sérieux, plus de 2 millions de livres sterling, mais l'amirauté approuva parce qu'un seul sous-marin leur avait appris. Les commandants allemands trouveront des moyens. Mais revenons à l'U-537. Hartwig reçut la croix de chevalier avec feuille de chêne le 3 décembre 1942, des mains du grand amiral Karl Dönitz en personne. Dönitz, le « lion de la force sous-marine », déclara lors de la cérémonie « Capitaine de corvette Hartwig a prouvé que le courage et la compétence sont plus forts que la supériorité numérique. 15 destroyers chassaient un U-boat. L'U-boat a survécu. Non par chance, mais par leadership, par la volonté de ne jamais abandonner, par l'esprit des marins allemands. » L'équipage de l'U-537 ne reçut aucune médaille individuelle, mais ils reçurent quelque chose de plus précieux, le respect de chaque autre équipage du boat. Dans les cantines de Lorient, Brest, Saint-Nazaire, de nouveaux équipages entendirent l'histoire et apprenaient que l'impossible était possible, que même dans les situations les plus désespérées, un chemin existait si l'on avait le courage de le chercher. Mais l'U-537 repartit en mer. En janvier 1943, en avril, en juillet, Hartwig et son équipage restèrent ensemble, coulèrent un total de 23 navires, 87 432 tonneaux de jauge brute. Mais ils ne parlèrent jamais du 17 novembre 1942. Pas publiquement. C'était leur histoire, leur moment, quand 47 hommes affrontèrent 15 destroyers et gagnèrent. Tragiquement, l'U-537 prit fin le 9 novembre 1944. Pas par des destroyers, pas par des grenades sous-marines, mais par une mine. Ironie de l'histoire, l'U-boat qui avait échappé à un champ de mines fut coulé 2 ans plus tard par une seule mine, dans la mer Baltique, près de Danzig. Hartwig survécut, 28 de ses hommes aussi. 19 moururent, y compris Fischer, le fidèle lieutenant de vaisseau, et Brown, le chef mécanicien qui avait distribué les cartouches de sodalite. Après la guerre, Hartwig vécut à Hambourg, travailla comme capitaine de port, ne parla jamais de son temps dans les U-boats jusqu'en 1982, quand il reçut la visite d'un historien naval britannique, le docteur Robert Brennan. Brennan faisait des recherches sur les tactiques des champs de mines, avait épluché les archives britanniques et était tombé sur les rapports du commandeur Hounslow. Il trouva Hartwig, le questionna, et Hartwig, âgé de 74 ans, raconta « Enfin ». L'entretien dura 8 heures, fut enregistré et est aujourd'hui archivé à l'Imperial War Museum de Londres. Hartwig y dit quelque chose de sérieux. « Je regrette que des hommes aient dû mourir, des deux côtés. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'avais 47 hommes sous mon commandement, leur vie était ma responsabilité, et j'ai fait ce qu'il fallait pour les ramener à la maison. Si cela signifiait traverser un champ de mines, alors je traversais un champ de mines. Un commandant qui n'aime pas ses hommes ne devrait pas commander. » Brennan posa également des questions sur la décision de faire tourner les hélices à la main. Hartwig sourit, un vieux sourire, fatigué. Il dit « J'ai appris cela de mon père, il était pêcheur. Quand j'étais petit, notre bateau a chaviré, à 2 kilomètres de la côte. Mon père a dit « Werner, nous nageons ou nous mourrons, choisis. » J'ai choisi de nager, et j'ai nagé 2 kilomètres, à 6 ans, en novembre 1942. J'ai dit la même chose à mes hommes, nous manivellons ou nous mourrons. Ils ont choisi de maniveler, et ils se sont manivellés jusqu'à la maison. Brennan publia l'entretien en 1985 dans son livre Beneath the Waves, Untold Stories of U-Boat Warfare. Le livre devint un best-seller, non pas à cause de la glorification, mais à cause de la humanité. Il montrait que des hommes se battaient des deux côtés, des hommes qui, sad, aimaient, qui souffraient, qui survivaient ou mouraient.
Hartwig mourut le 17 novembre 1995, exactement 53 ans après son évasion impossible. Il avait 87 ans. À ses funérailles à Hambourg, 9 vieux hommes apparurent, des survivants de l'U-537. Ils le portèrent jusqu'à la tombe. Et là, au bord de la tombe ouverte, l'un d'eux chanta une vieille chanson du bout. Dans les profondeurs, loin de la lumière, des hommes se battent qu'on ne voit pas, pour leur bateau, pour leur devoir, pour la vie qui passe. Et aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, se trouve à Cuxhaven, dans les archives des U-Boot, une plaque, sur laquelle est écrit U-537, capitaine de corvette Werner Hartwig, 17 novembre 1942, 15 destroyers, un champ de mines, 47 survivants. Impossible, mais vrai. La plaque a été financée par des dons d'anciens combattants allemands des U-Boot et d'anciens combattants britanniques des destroyers, ensemble. Car après la guerre, les deux camps ont réalisé ils n'avaient pas combattu des idéologies, ils avaient combattu des hommes, et ces hommes méritaient le respect. Techniquement parlant, ce que Hartwig a fait était l'équivalent d'un astronaute moderne naviguant manuellement son vaisseau spatial endommagé à travers un champ d'astéroïdes. La probabilité de survivre était mathématiquement inférieure à 1%. Mais les humains ne sont pas des mathématiques. Les humains sont la confiance, la compétence et parfois, juste parfois, un peu de folie. Pour être honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à croître. Actuellement, il y en a 500. Si vous aimez ce travail d'histoire détaillée, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de plus de recherches d'archives et de documentation plus approfondie. Les détails techniques de cette évasion sont fascinants. L'U-537 était un U-boat de type VIC, 67 mètres de long, 769 tonnes de déplacement en surface, 871 tonnes en immersion. Profondeur maximale officiellement de 230 mètres, mais les commandants expérimentés savaient que les U-boats bien entretenus pouvaient survivre à 280 mètres pendant une courte période. Hartwig navigua à 185 mètres, assez sûr pour être sous les mines, assez dangereux pour que chaque erreur soit mortelle. Les batteries du type VIC étaient constituées de 120 cellules individuelles. À pleine charge, elles pouvaient propulser le bateau sur 80 000 marins à 4 nœuds. Mais à 2 nœuds, à 185 mètres de profondeur, la consommation d'énergie était différente, plus élevée, parce que les gouvernails de profondeur devaient constamment corriger, parce que la pression sur la coque sollicitait les moteurs. La décision d'Hartwig de passer aux manivelles manuelles les sauva, car lorsqu'elles quittèrent le champ de mine, les batteries affichaient 6,8%, sous le seuil minimal absolu. L'approvisionnement en oxygène était encore plus critique. Un type VIC avait 10 bouteilles d'oxygène d'urgence, chacune contenant 50 litres d'oxygène comprimé. En utilisation normale, cela pouvait fournir 44 hommes pendant 12 heures supplémentaires. Mais à 185 mètres de profondeur, la pression de l'air dans le bateau était plus élevée. Les hommes consommaient plus d'oxygène par respiration. Hartwig utilisa 3 bouteilles pendant la traversée. Lorsqu'ils firent surface, il leur en restait 7, assez pour 7 heures de plus, à profondeur normale, mais pas à 185 mètres. Ils n'avaient exactement aucune réserve. La tactique de la manivelle manuelle n'était pas l'invention d'Hartwig. Elle figurait dans le manuel des U-Boat, section 47, paragraphe 12. En cas de panne totale de batterie au port, les hélices peuvent être déplacées manuellement via des manivelles manuelles d'urgence. Mais personne n'avait, surpris, jamais pensé à le faire en haute mer, sous l'eau, en cas de manque d'oxygène. Hartwig le fit confiant, et cela fonctionna. Aujourd'hui, cette tactique n'est enseignée dans aucune école navale, parce que les U-boats modernes sont nucléaires. Pas de manivelle manuelle. Mais le principe demeure. Si tous les systèmes tombent en panne, il reste les hommes, et les hommes peuvent accomplir des miracles. Le champ de mine QF-22 a bel et bien existé. Les archives de la marine britannique le confirment. 340 mines, type Mark 17. Profondeur d'ancrage, 40 mètres. Espacement, 95 mètres.
Ces mines ont été retirées après avril 1943 et remplacées par des configurations plus profondes, précisément à cause de la fuite de Hartwig. La Royal Navy n'a mystérieusement jamais officiellement admis qu'un U-boat était passé à travers. Mais les actions ont parlé plus fort que les mots. Quand on dépense des millions pour changer quelque chose, c'est que quelque chose s'est mal passé. Les 15 destroyers du groupe de chasse B-12 étaient confirmés. HMS Veteran, Vanquisher, Volontaire, Viceroy, Vivacieux, Watchman, Westcott, Wolverine, et 7 autres dont les noms sont noircis dans les rapports. Pourquoi noircis? Parce que certains de ces navires ont été coulés lors d'opérations ultérieures, et l'amirauté britannique ne voulait pas que les services de renseignement allemands identifient des schémas. Mais le vétéran n'a jamais été coulé, il a survécu à toute la guerre. Et le commandeur Henslow a gravi les échelons. Il est devenu contre-amiral, il a commandé toute une flotte. Mais il a déclaré plus tard dans une interview en 1968 « Le jour où ce U-boat s'est échappé est le jour où j'ai sérieusement appris à ne jamais sous-estimer les commandants allemands. » L'explosion qui a failli détruire l'U-537 était en fait un destroyer qui a déclenché une mine. Lequel? Inconnu. Les rapports britanniques ne signalent aucune perte le 17 novembre 1942 dans ce secteur. Mais il y a un trou. Entre 18h et 19h, les communications radio sont manquantes. 1 heure de silence. Puis, reprise des communications normales. Les historiens supposent qu'un destroyer a été gravement endommagé. Pas coulé, mais suffisamment endommagé pour que cela soit étouffé, pour ne pas saper le moral. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que la tactique consistant à traverser des champs de mines après le succès de Hartwig a été tentée par d'autres commandants allemands. Au moins 4 fois en 1943. Les 4 ont échoué. Les 4 U-boats ont été perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré le succès de Hartwig comme une tactique. Mais ce n'était pas une tactique, c'était de la chance, de l'habileté et un courage insensé combiné dans un moment parfait. On ne peut pas reproduire la chance, on peut seulement espérer l'avoir quand on en a besoin. L'un des hommes qui a essayé de l'imiter était le capitaine de corvette Ernst Bauer de l'U-126. En mars 1943, il a tenté de s'échapper en passant par le champ de mine QF-29. Il est descendu à 160 mètres de profondeur. Mais les Britanniques avaient déjà réaménagé le champ, des profondeurs de mine échelonnées. L'U-126 a déclenché une mine à 160 mètres. Les 51 hommes à bord sont morts. La fuite de Hartwig avait fonctionné, mais une seule fois, parce que les Britanniques ont appris rapidement et parce que la chance ne se répète pas. Ceci nous rappelle une vérité fondamentale sur la guerre. L'innovation fonctionne une fois, puis elle est contrée. La première attaque de chars lors de la Première Guerre mondiale a été dévastatrice. La deuxième était attendue. La 100e était une routine. La fuite de Hartwig était la première et unique. C'est ce qui la rend historiquement significative. La pression psychologique exercée sur l'équipage pendant ces 9 heures ne peut être surévaluée. Des études modernes sur les situations de stress extrême montrent que les gens commencent à avoir des hallucinations avec un taux d'oxygène de 12%. La prise de décision est compromise. Les fonctions motrices se dégradent. Et pourtant, l'équipage de l'U-537 a continué à tourner la manivelle pendant des heures. Ce n'est pas seulement une endurance physique, c'est une force mentale à un niveau rarement atteint. Des interviews d'après-guerre avec des membres de l'équipage ont révélé que beaucoup d'entre eux avaient des cauchemars pendant des décennies. Des rêves de tourner la manivelle, d'obscurité étouffante, de mines planant au-dessus d'eux. Le quartier-maître Johann Weber, qui avait pleuré dans le bateau, a déclaré en 1987 « J'en rêve encore, mais pas de mourir, mais de survivre. Comment nous y sommes parvenus, c'est le véritable miracle. Pas d'avoir échappé à la mort, mais d'avoir trouvé la vie quand il n'aurait pas dû y en avoir. » La camaraderie qui s'est forgée à ce moment-là a duré jusqu'à la mort.
Les 9 hommes qui ont assisté aux funérailles de Hartwig se sont rencontrés chaque 17 novembre depuis 1945. Chaque année, pendant 50 ans. Ils portaient un toast aux 19 qui ne sont pas revenus du dernier voyage de l'USEC 137 et aux 28 qui sont revenus. Et à Hartwig, qui les a tous menés à travers l'enfer et les en a ressortis. L'une des histoires les plus poignantes vient du chef mécanicien Brown. Avant sa mort en 1994, il a laissé une lettre à ses petits-enfants, dans laquelle il a écrit « Ce jour de novembre 1942, j'ai appris ce que signifie le leadership. Pas hurler des ordres, pas exercer le pouvoir, mais se tenir aux côtés de ces hommes, souffrir avec eux, tourner la manivelle avec eux. Votre grand-père n'était pas un héros, mais il en a servi un, et cela m'a rendu meilleur. » Cette lettre est aujourd'hui exposée au musée allemand des U-Boats de Cuxhaven, à côté de la croix de chevalier de Hartwig, à côté d'une manivelle d'un U-Boat de type CIC, à côté de photos de l'équipage, de jeunes visages, 19, 21, 24 ans, des garçons qui ont dû devenir des hommes en quelques heures. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire aujourd'hui ? Plusieurs choses. Premièrement, que le leadership dans les moments de crise ne vient pas de l'autorité, mais de l'exemple. Hartwig aurait pu donner des ordres. Au lieu de cela, il a tourné la manivelle avec les autres. C'est ça, le leadership. Deuxièmement, que la supériorité technique ne fait pas tout. Les Britanniques avaient 15 navires, une technologie de pointe, des effectifs supérieurs. Mais le facteur humain, la volonté de survivre, peut vaincre la technologie. Troisièmement, et peut-être le plus important, que les ennemis peuvent devenir des amis après la guerre. Des vétérans britanniques et allemands qui s'étaient combattus ont financé conjointement une plaque commémorative, parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas des ennemis, c'étaient des soldats qui obéissaient aux ordres. Et après la guerre, ils n'étaient plus que des hommes qui se souvenaient, gentiment, et ces hommes méritaient le respect. L'histoire de l'U-537 n'est pas seulement une histoire de fuite, c'est une histoire d'humanité, dans des conditions inhumaines, de décisions qui n'auraient jamais dû fonctionner, de 47 hommes qui ont regardé la mort en face et ont dit « pas aujourd'hui », d'un commandant qui faisait suffisamment confiance à ses hommes pour tenter l'impossible, et d'hommes qui faisaient suffisamment confiance à leur commandant pour suivre. Le 17 novembre de chaque année, au mémorial des U-Boats de Multenort, près de Kiel, quelqu'un dépose des fleurs. Mystérieusement. Personne ne sait qui. Mais les fleurs sont toujours là, avec une carte. Pour l'U-537, pour les 47 qui s'en sont sortis, pour les 19 qui ne sont pas revenus, pour tous ceux qui se sont battus dans les profondeurs. Cette tradition existe depuis 1995, depuis la mort de Hartwig, et elle se poursuivra, parce que certaines histoires ne doivent pas mourir. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont les moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais hommes, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, soutenez-nous avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins de cette époque. Alors commentez dès maintenant. Avez-vous des récits familiaux de cette période? Votre grand-père a-t-il peut-être connu quelqu'un qui a servi à bord des U-Boats ou sur des destroyers? Partagez leurs histoires ci-dessous, parce que chaque histoire oubliée est un fragment d'humanité qui se perd. Et nous ne devons pas oublier, jamais. Ce que Hartwig et ses hommes ont fait en ce jour de novembre 1942 n'était pas de l'héroïsme, c'était de la survie. Mais parfois, survivre est le plus grand acte d'héroïsme de tous. Quand toutes les chances sont contre vous, quand le monde dit que c'est impossible, quand la mort semble certaine, et que vous continuez à vous battre, que vous continuez à faire tourner les manivelles, que vous continuez à respirer, alors vous n'êtes pas un héros, vous êtes humain. Et l'humanité, la vraie humanité, est le plus grand miracle de tous. 15 destroyers, 34 mines, 8% d'oxygène, 47 survivants. Aucune perte. Les chiffres racontent l'histoire. Mais les hommes qui ont vécu ces chiffres racontent la
confidente vérité. Et la vérité est que, ce jour-là, la volonté a vaincu la probabilité. Le courage a vaincu la technologie. Les hommes ont vaincu les mathématiques. Et 47 hommes sont rentrés chez eux, contre toute attente, à travers tous les obstacles, parce qu'ils le devaient, parce qu'ils le pouvaient, parce qu'ils étaient allemands.